Chers collègues, nous recevons M. Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Monsieur le ministre, le Sénat est saisi du premier projet de loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale, PLAX, on peut dire PLAX, portant sur l'exercice 2022. Comme vous le savez, cette catégorie de loi a été créée par la loi organique du 14 mars 2022, qui reprenait sur ce point une disposition figurant dans la proposition de loi organique déposée par Jean-Marie Vanlerenberghe et co-signée par plusieurs de ses collègues, dont moi-même. Comme pour les lois de règlement du budget de l'État, les PLAX ont pour objet de distinguer le temps de la reddition des comptes et du contrôle de l'exécution et de la performance et le temps de la prospective et de la réforme qui lui est incarné par le PLFSS de fin d'année. Elle donne donc au Parlement un espace dont il devra s'emparer au fil des ans afin de se pencher sur le passé, de voir si ce qu'il a voté a été correctement exécuté et d'en tirer les conséquences politiques. Je relève à cet égard que l'Assemblée nationale a rejeté en première lecture ce projet de loi. Outre les travaux de la rapporteure générale, la Commission des affaires sociales et l'AMEX organiseront des auditions plénières dans ce cadre. Monsieur le ministre, je vais vous laisser la parole pour un propos introductif. Ensuite, la rapporteure générale, Élisabeth Doineau, et les autres commissaires, notamment les rapporteurs de branche qui le souhaiteront, vous interrogeront par la suite. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je veux, comme vous, commencer par souligner le caractère inédit de ce rendez-vous et de cette audition. Il s'agit d'une nouvelle loi financière voulue par la révision organique de 2022. Et je forme avec vous le vœu que ces débats permettent d'enrichir le temps consacré à l'évaluation et au retour sur les comptes de l'exercice clos, tant sur le champ de l'État que de la sécurité sociale. Et je formulerai les mêmes mots que ceux que j'ai pu avoir à l'Assemblée nationale sur ce texte, comme ceux que j'ai pu avoir sur le projet de loi de règlement du budget de l'État. Il me semble que c'est un texte et un support très utile pour avoir une évaluation partagée, pour que nous puissions rendre des comptes sur l'exécution des comptes précisément. Mais il ne s'agit que d'une photographie des comptes exécutés l'année passée. C'est comme un compte administratif, vous avez raison. Je fais partie des quelques membres du gouvernement qui sont par ailleurs élus locaux. Ça fait 10 ans que je suis conseiller municipal dans ma commune, 10 ans que je suis dans l'opposition, mais ça changera peut-être à un moment. J'étais en débat, j'étais en conseil municipal vendredi soir. Le compte administratif de la commune nous a été présenté. Alors même que je n'avais pas voté le budget présenté par la majorité municipale, j'ai voté le compte administratif. Et je n'ai pas de souvenir d'une année où j'ai voté contre un compte administratif, puisqu'il ne s'agit que d'une photo. Il en va de même pour ce texte. Je le dis parce que j'ai pu constater à l'Assemblée nationale, malheureusement, que l'ensemble des oppositions ont voulu faire échec à ce texte, comme pour le projet de loi de règlement, au motif qu'il y avait un désaccord avec la politique gouvernementale. C'est évidemment très sain qu'il y ait des désaccords avec la politique gouvernementale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des votes sur un certain nombre de textes, notamment les textes budgétaires, ou alors des motions de censure soumises au vote quand il y a un 49.3. Mais enfin, il s'agit là d'une photo de l'année précédente. On ne peut pas changer le passé, on peut potentiellement s'inspirer du passé pour essayer de changer l'avenir, mais voter contre ou rejeter ce texte par principe ne me semble pas utile en réalité au pays. Ce projet de loi donne une image sincère des comptes de la sécurité sociale. 3 branches sur 5 de sécurité sociale sont excédentaires. La branche autonomie, qui pour sa 2e année d'existence affiche un excédent de 200 millions d'euros. La branche famille à 1,9 milliard d'euros et la branche accident du travail et maladies professionnelles avec 1,7 milliard d'euros. Mais au total, les comptes des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse restent déficitaires de 19,6 milliards d'euros, car ces 2 principales branches sont en déficit, la maladie pour 21 milliards d'euros et les retraites pour 3,8 milliards d'euros. S'agissant de la branche maladie, ce déficit tend à se résorber, même s'il reste élevé, du fait notamment des dépenses liées à la crise sanitaire qui se sont encore élevées à 11,7 milliards d'euros en 2022 et ont permis de financer la poursuite, notamment en début d'année, des tests de dépistage et des campagnes de vaccination. S'agissant de la branche vieillesse,
Le déficit s'établit à 3,8 milliards d'euros sur le champ des régimes obligatoires de base, ce qui manifeste une dégradation par rapport à l'an dernier, mais une amélioration par rapport à 2020. C'est précisément parce que la trajectoire de la branche n'était pas soutenable que nous avons porté une réforme des retraites qui permettra au système de revenir progressivement à l'équilibre. Par rapport à 2021, l'ensemble du déficit de la sécurité sociale se réduit de 4,6 milliards d'euros. Outre les moindres dépenses de crise, cette amélioration est largement le fruit de nos politiques économiques qui ont permis, je le rappelle, la création d'1,7 million d'emplois depuis 2017 et de 337 000 emplois pour la seule année 2022. Pour donner un ordre de grandeur, 337 000 créations d'emplois l'an dernier, c'est l'équivalent de 5 milliards de cotisations en plus par an dans les caisses de la sécurité sociale. 5 milliards en plus pour nos hôpitaux, pour nos crèches, pour nos EHPAD. Combinées aux hausses de salaire, ces créations d'emplois ont permis une croissance de la masse salariale de 8,9% en 2022. Au total, les recettes de la sécurité sociale, y compris fiscalité affectée, ont progressé de 5,4% en 2022. Ça me semble important de le souligner. Si l'on prend l'ensemble des créations d'emplois depuis 2017, 1 700 000 emplois en net créés dans notre pays, c'est 25 milliards d'euros de cotisations en plus pour la sécurité sociale. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu 1,7 million d'emplois créés depuis 2017, et permettez-moi de le dire, c'est mon point de vue, si nous n'avions pas mis en place la politique économique qui a en partie permis ces créations d'emplois, il y aurait 25 milliards de déficit en plus pour les caisses de la sécurité sociale. J'ajoute que pour la troisième année consécutive, en 2022, l'État n'est plus débiteur, mais créancier de la sécurité sociale, pour 100 millions d'euros, alors qu'il avait accumulé au cours de la décennie passée des dettes s'élevant parfois jusqu'aux milliards d'euros. C'est aussi un progrès pour la transparence de nos comptes dans les relations financières entre l'État et la sécurité sociale. En 2022, la sécurité sociale a quant à elle également continué à rembourser ses dettes à travers la CADES qui a amorti 19 milliards d'euros l'an passé et continuera à rembourser ses dettes jusqu'en 2033, date de son extinction prévue par la loi organique du 7 août 2020. Nous prenons par ailleurs acte du refus de la Cour des comptes de certifier les comptes 2022 de la branche famille. Ce n'est pas le premier refus de certifier, puisqu'il y en a eu 8 depuis 2006, dont 2 sur la branche famille. Mais nous prenons les observations de la Cour très au sérieux et nous nous mobilisons sans attendre pour y répondre. La majorité des erreurs de calcul qui sont soulignées par la Cour concernent le RSA et la prime d'activité. Ce sera notre priorité d'en fiabiliser la liquidation, avec l'usage du dispositif ressources mensuelles, le DRM, qui sera généralisé d'ici début 2025. Concrètement, les CAF disposeront d'informations fiabilisées, ce qui réduira drastiquement les cas d'erreur de calcul. Je souligne également que sans attendre 2025 et dès juillet prochain, le montant net social que doivent déclarer les allocataires sera inscrit sur les bulletins de paye et permettra déjà de réduire les erreurs de bonne foi. Enfin, je ne pourrais conclure sans confirmer l'intention du gouvernement, c'est en lien avec le refus de certifier que j'ai évoqué précédemment, de mener une lutte inlassable et implacable contre toutes les fraudes aux finances publiques. En matière de fraude sociale, je viens d'annoncer un plan complet avec un arsenal de mesures pour lutter contre le travail non déclaré, la fraude aux prestations de santé, la fraude aux prestations sociales. En 2022, déjà, nous atteignions des résultats historiques dans la lutte contre la fraude, avec 50% de redressement en plus en 5 ans dans les URSSAF au titre du travail dissimulé, 30% de préjudices détectés et évités par l'assurance maladie en plus, les CAF et les caisses de retraite voyant également un nombre de préjudices détectés et évités en croissance de 30%. De même, en matière fiscale, les mises en recouvrement par la DGFiP atteignaient 14,6 milliards d'euros, un montant historique. Mais nous pouvons et nous allons faire mieux, parce que notre modèle social est aussi porteur d'une exigence de justice, afin que le prélèvement dû soit bien acquitté et que les prestations dues soient bien versées aux bonnes personnes. Mesdames et messieurs les sénateurs, financer notre modèle social par le travail, c'est le choix que nous assumons depuis 2017. C'est la condition essentielle pour assurer sa pérennité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure. Ensuite, on prendra les questions des rapporteurs de branche. Et Bernard Jomier est inscrit. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos liminaires. Je ne doute pas que nous éclaircirons plus avant ces éléments. Vous avez comparé ce nouvel exercice à une photographie, comme le compte administratif et la photographie d'un budget exécuté.
En fait, si c'est une photographie, moi, je me permettrais de poursuivre la métaphore en disant ça dépend de quel côté on se trouve au niveau de l'objectif et comment on met le réglage. Et je pense que la photographie peut être appréciée effectivement de différentes façons. Vous avez montré et démontré par vos premiers propos que vous aviez quelques éléments de satisfaction, que l'on peut d'ailleurs avoir les uns et les autres à vos côtés. Et puis, il y a ceux qui trouveront que la photographie est un peu floue et qu'il faut peut-être justement poursuivre les réglages. En fait, on inaugure un nouvel exercice, donc il est plein de promesses et nous attendons que ces promesses soient à la hauteur de nos attentes. Mes questions s'orienteront sur 3 aspects. Le premier, c'est sur la branche famille. La deuxième partie, ce sera sur l'élaboration, le calendrier d'élaboration des comptes sociaux. Et la troisième partie sera un peu plus longue, c'est sur le contenu des annexes. Sur la certification des comptes de la branche famille, on l'a tous eu en termes d'annonce. La Cour des comptes a donc refusé de certifier les comptes de 2022, indiquant qu'il y avait une bonne raison à cela, c'est qu'il y avait une augmentation substantielle de la proportion de paiements erronés. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu cela? Et est-ce que le plan de lutte contre la fraude que vous avez annoncé et dont vous venez de rappeler quelques éléments va vous permettre d'éviter dans les prochaines années ce refus et prévoyez-vous des actions spécifiques pour réduire les erreurs qui, en fait, ne relèvent pas de la fraude? Sur la deuxième partie, sur le calendrier, la Cour des comptes recommande dans son dernier rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale d'avancer de 15 jours la date de production des comptes sociaux. Je crois que moi j'adhère assez à cette proposition parce qu'on a eu récemment la commission et nous avons reçu assez tardivement. Vous me direz que c'est à peu près tous les ans pareil. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas changer un peu et nous donner le temps d'apprécier les éléments qui nous sont donnés? Ça forme quand même volume. Et donc, on a besoin d'un petit peu de temps pour regarder l'ensemble des données qui nous sont transmises. Donc, dans quelle mesure cette double anticipation vous semble-t-elle possible? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense qu'il y a un intérêt. Est-ce que vous partagez cet intérêt? Et puis, dans la dernière partie, j'ai besoin en fait de confirmation, justement parce que je trouve que la photographie est un peu floue encore. Et si on a besoin d'ajuster le diaphragme, voilà, il faut essayer de le faire ensemble. La Cour des comptes estime que l'annexe 6 du PLFSS 2023 relative aux établissements de santé n'est pas conforme aux exigences de la loi organique. En particulier, cette annexe n'indique pas, pour reprendre les termes de la loi organique, les dotations dont ils bénéficient et leur répartition par région et par établissement, et l'évolution prévisionnelle de la dette de ces établissements. Est-ce que vous pouvez me confirmer que dans le prochain PLFSS, cette annexe sera mise en conformité avec les exigences de la loi organique? Dans ce même ordre de confirmation, dans le cas des rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale, la plupart des indicateurs s'arrêtent en 2020 et 2021, ce qui est paradoxal puisque là, il s'agit d'une loi d'approbation des comptes de 2022. Je comprends effectivement que cette actualisation a pu être difficile en raison effectivement de ce nouvel exercice, mais pour les prochains exercices, est-ce que finalement ces rapports d'évaluation seront à jour et pouvez-vous donc le confirmer? Pour terminer, la loi organique prévoit que l'annexe au PLAX, je vais reprendre l'abréviation de notre présidente, relative aux niches sociales, donc l'annexe 2, comprend une évaluation de l'efficacité de ces niches. Et pour un tiers des mesures, chacune devant faire l'objet d'une évaluation une fois tous les 3 ans. Dans le cadre du présent PLAX, cette annexe ne comprend pas d'évaluation des mesures concernées. Il me semble donc que la loi organique n'est pas respectée. Je comprends donc qu'il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, d'un premier exercice et sans doute d'un incident isolé, et que pour chacun des prochains PLAX, cette disposition organique sera respectée, et que donc dans le cadre du PLAX 2023, un tiers des niches seront évaluées,
mais pouvez-vous encore le confirmer? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. Vous souhaitez répondre ou on prend d'autres questions? Comme vous préférez, madame. Bon, alors on va continuer. Est-ce que les rapporteurs ont... Olivier Henno, t'es inscrit, Philippe? Si, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, la comparaison que vous avez faite avec les comptes administratifs des collectivités locales et territoriales est évidemment très juste. Hein. C'est une photographie d'une bonne exécution en quelque sorte. Hein. Et donc mes questions concernent à la fois un peu comme dans les collectivités territoriales, finalement à l'occasion du compte administratif, on discute du compte administratif, mais quelquefois on déborde dans la discussion et on aborde aussi les questions financières du présent et du futur. Ça a été abordé par Madame la rapporteure générale. Je reviens sur la question de la non-certification des comptes de la branche famille. Évidemment, ça n'est pas anodin. Est-ce que vous envisagez de prendre des mesures concrètes, notamment en matière de ressources humaines, puisque est-ce qu'il va falloir, à l'occasion de la convention d'objectifs, prendre des décisions pour que ça ne se reproduise plus, hein, quelle est votre vision? Quelle action envisagez-vous par rapport à l'organisation même de la CAF, mais aussi par rapport à ces difficultés et notamment ces erreurs qui peuvent être réalisées dans la distribution des moyens ou des aides? Première question. La deuxième question concerne la création des... Donc là, c'est plus le futur. On en a discuté à l'instant et Madame la Première ministre a évoqué la création l'idée d'avoir 200 000 places de crèche en plus. Hein, le plan de service public de la petite enfance. Au moment même où les comptes de la branche famille sont excédentaires, mais il n'est pas annoncé qu'ils soient excédentaires aussi fortement dans les années à venir. Donc comment envisagez-vous le plan de financement de ce service public de la petite enfance? Et dernière question que j'ai souvent l'habitude, évidemment ça ne concerne pas ce qui ressemble au compte administratif, mais on est à peu près au milieu d'année, et s'il fallait à nouveau évoquer l'ONDAM, choisisseriez-vous d'avoir le même taux d'ONDAM que celui que nous avions voté à l'occasion du PLFSS? Je vous remercie. Philippe Mouillet, ensuite Corinne. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, très rapidement, vous l'avez évoqué pour la branche autonomie, donc nous constatons un excédent de 200 millions, alors que à l'origine, les prévisions indiquaient plutôt un déficit de 0,5 milliard. Alors, ça s'explique à la fois par des recettes supplémentaires, vous l'avez dit également, mais ça s'explique aussi par une progression de dépenses moins forte qu'attendue, et de l'ordre également de 200 millions d'euros. Dans un contexte, je vous rappelle, où il y avait beaucoup d'insatisfaction de la part à la fois des professionnels du médico-social et notamment des salariés, au regard des engagements et donc de manque de moyens consacrés sur cette branche. Donc d'un côté, on peut se satisfaire de recettes supplémentaires, mais quand même s'inquiéter du fait que nous n'ayons pas consommé les moyens consacrés au budget, alors que les besoins sur le terrain sont criants. Donc voilà, je voulais avoir votre retour, votre réaction par rapport à cela, surtout que nous n'avons pas de chiffres précis, notamment concernant le poste principal qui était la revalorisation salariale dans le secteur médico-social. Et en parallèle, donc cette année budgétaire a été consacrée notamment autour d'une démarche supplémentaire avec la mise en place du nouveau service à domicile, avec la compensation de l'État auprès des départements, notamment avec l'instauration du tarif plancher national. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, sur ce volet-là, il y a eu des économies particulières? Et Corinne Imbert pour la branche maladie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Donc pour la branche maladie qui représente, vous l'avez rappelé, un déficit de 21 milliards d'euros, donc qui peu ou prou représente le déficit total. Et peut-être une remarque pour commencer sur l'exécution de l'ONDAM 2022 qui, encore une nouvelle fois, affiche un dépassement par rapport à la dernière prévision actualisée en loi de financement de la Sécurité sociale 2023 pour 2022. Un dépassement cette année par rapport à la prévision initiale de 10,4 milliards d'euros. Et celui-ci n'est pas seulement le fait de la crise sanitaire. Alors,
Si vous le permettez, je vous poserai des questions, même si là, nous sommes sur un texte qui est la photographie de 2022. J'ai envie de parler de 2023 et de l'avenir. Une première question sur l'année en cours, Monsieur le Ministre. Pour 2023, le comité d'alerte, dans son avis du 7 juin, appelle à une grande vigilance, sans tirer encore la sonnette d'alarme. Donc, 2 questions. Comment anticipez-vous la trajectoire 2023 et vous préparez-vous à des mesures d'économie pour tenir cette trajectoire initiale? Une question un petit peu plus prospective ensuite. L'Ondam désormais est de l'ordre de près de 250 milliards d'euros et il n'apparaît absolument plus pilotable. Alors, je sais que le directeur de l'ACTAM que nous avons auditionné ce matin considère qu'il est encore pilotable. Mais surtout, il n'est pas à même de rendre compte aux législateurs des actes effectifs de dépenses, des choix politiques du gouvernement, encore moins de les arbitrer. Cela est vrai en loi de financement initiale comme en loi d'approbation désormais. Et à quand, Monsieur le Ministre, un Ondam qui soit utile avec un découpage plus fin des dépenses? Je rappellerai, si je voulais faire une comparaison avec le budget général, nous avons tout un tas de missions qui sont votées mission par mission et dont le montant au total est bien inférieur au montant des sous-objectifs en dépenses de l'Ondam. Reconnaissez qu'alors, voilà, c'est une observation, mais peut-être qu'il faudrait un vote plus fin de l'Ondam, en tout cas sous-objectif. Par sous-objectif, je pense que voter 250 milliards d'euros de dépenses en une seule fois n'est peut-être plus tenable. Une observation également sur le dynamisme des dépenses de médicaments qui est mis en avant dans l'annexe du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Sans régulation, ce sont plus de 9,6% en 2022 et plus 4,1% avec régulation. Le montant de la clause de sauvegarde augmente très fortement cette année. On dépasse le 1 milliard d'euros pour 2022. Donc, un rendement prévu de la clause de sauvegarde dans l'étude d'impact joint au PLFSS pour 2022 qui était de 125 millions d'euros. Comment expliquez-vous cet écart entre l'étude d'impact et l'exécution? Quelle place de la clause de sauvegarde dans la régulation des dépenses de médicaments, qui devient évidemment très importante, qui est caractérisée carrément de fiscalité par les laboratoires. Elle tend à rattraper, voire dépasser les mécanismes classiques conventionnels, puisque sur l'élaboration du PLFSS, ces dernières années, on demande un effort d'1 milliard d'euros aux médicaments avec des baisses de prix. Et là, en plus, vous avez 1 milliard d'euros de fiscalité qui vient s'ajouter. Les industriels dénoncent évidemment fortement cette évolution. Comment la jugez-vous? Enfin, plusieurs facteurs tendent à faire croître structurellement les dépenses de produits de santé, les innovations, les prix très élevés exigés par certains laboratoires, le vieillissement de la population, le développement des maladies chroniques. De quelle manière le gouvernement envisage-t-il de maîtriser dans les prochaines années la croissance des dépenses de produits de santé? Sur quels produits de santé faut-il prioritairement faire porter l'effort? Et peut-être une question d'actualité, on parle beaucoup des pénuries de médicaments, on parle beaucoup des prix très bas des médicaments anciens. Pour autant, le CEPS, en audition lors de la commission d'enquête sur les pénuries de médicaments, nous a dit qu'il allait continuer à proposer une baisse pour l'élaboration du PLFSS sur les médicaments, une baisse de prix bien sûr, sur les médicaments anciens, qui va nourrir les pénuries une nouvelle fois. Voilà, j'en ai terminé avec mes questions. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci. Monsieur le ministre. Alors, beaucoup de questions et je vous remercie. On voit l'utilité du coup de ce texte et de cet exercice à ce moment-là de l'année. Peut-être d'abord revenir, et c'est essentiellement Madame Doineau et Monsieur Hainaut qui sont revenus sur le sujet, sur le refus de certification des comptes de la branche famille par la Cour des comptes. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, il n'y a pas de remise en cause de la sincérité des comptes, évidemment. On a bien un excédent d'1,9 milliard. Deuxièmement, ce n'est pas le premier refus de certification. Puis tous les derniers quinquennats en ont connu. Troisièmement, est-ce que c'est satisfaisant? Non. Vous me demandiez, Madame Doineau, quelle a été ma réaction quand j'ai appris la nouvelle. J'étais pas très content, voilà, si je prends un euphémisme, parce que c'est pas acceptable, parce que l'enjeu c'est pas tant d'ailleurs le refus de certification que ce qu'il y a derrière. Plusieurs milliards d'euros d'erreurs, dans un sens comme dans l'autre. Des personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles n'ont pas droit et des personnes qui auraient droit à des prestations et qui ne les reçoivent pas. Et en fait, quand on est attaché à notre modèle social comme on l'est tous, on ne peut pas se satisfaire d'une situation comme celle-ci. Et donc comment est-ce qu'on y répond? C'était votre question. Là, pour le coup, dans le cadre du plan fraude, il y a des mesures importantes qui vont nous permettre d'y répondre, mais qui sont aussi des mesures qui vont aider sur le recours au droit, sur l'accès au droit et le juste recours à des prestations de personnes qui n'y ont pas recours aujourd'hui. Encore une fois, le pré-remplissage des déclarations de ressources pour le RSA et la prime d'activité avec le DRM, je pense que ça sera un vrai progrès.
C'est la première brique du versement à la source voulu par le président de la République et annoncé dans la campagne présidentielle. L'objectif, à la fin, c'est quand même qu'on puisse verser aux Français les aides auxquelles ils ont droit directement, dès lors qu'on connaît leurs ressources pour savoir ce qu'il faut leur prélever en termes d'impôts. On doit être capable de savoir combien il faut leur verser en termes d'aides auxquelles ils ont droit. La première brique majeure, c'est l'application du dispositif ressources mensuelles au RSA et à la prime d'activité. Je souhaite que ce soit généralisé au 1er janvier 2025 et nous allons le démarrer dès cette année dans plusieurs départements. Deuxième sujet majeur pour moi, c'est l'investissement dans les caisses. Il y a deux enjeux pour moi. Il y a la question des ETP, vous l'avez dit. Sur les ETP, j'ai annoncé qu'il y aurait 1000 créations dans les 5 ans qui viennent pour l'ensemble des caisses de sécurité sociale. Je ne peux pas encore vous donner le détail par caisse puisqu'on est encore en discussion des COG et notamment celle de la CNAF n'a pas encore été signée. Mais ce sera un renforcement sensible, notamment contre la fraude. Il y a aussi un investissement dans les services, dans les systèmes d'information qui est absolument essentiel. Il y a une vétusté, un retard, une dette technologique dans un certain nombre de caisses qu'il nous faut rattraper. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les CAF ne peuvent pas recouvrer les indus frauduleux au-delà de 2 ans. Revenir de plus de 2 ans en arrière. Moi, je souhaite qu'elles puissent revenir 5 ans en arrière. Et donc, il y aura un investissement dans les systèmes d'information pour nous permettre de le faire. Et c'est 1 milliard d'euros qui sera investi dans l'ensemble des systèmes d'information des caisses de sécurité sociale dans les 5 ans qui viennent pour rattraper ce retard. Vous m'avez interrogé ensuite, Madame Doineau, sur le calendrier. Est-ce qu'il faut avancer de 15 jours la date ? On a regardé, il y a un groupe de travail coordonné par la DSS fin 2022 qui s'est réuni en associant la Cour et les organismes. Il s'agissait de savoir si on pouvait avancer du 15 avril au 31 mars la production des comptes. La conclusion de ces travaux, c'est quand même que ça faisait peser un risque sur la fiabilisation des données et sur la totalité des informations. Si on reprend toujours l'image de la photo, quand elle baigne dans le produit, je ne suis pas un spécialiste pour révéler l'image, si vous la retirez trop tôt, c'est pas totalement clair. Voilà. Donc il faut la laisser. Quand nous on était jeunes, alors. Mais ça revient à la mode. Ça revient à la mode. C'est vintage. C'est vintage. Mais donc voilà. Donc il faut quand même qu'on garde le temps nécessaire. En revanche, ce que vous avez évoqué, qui est que pour ceux qui ont la chance de participer à la commission des comptes de la sécurité sociale, le texte arrive la veille. Ça, pour le coup, je pense qu'on doit pouvoir progresser. C'est aussi lié au moment où le texte passe en Conseil des ministres. Donc, si on prévoyait une commission des comptes de la sécurité sociale un peu plus éloignée du Conseil des ministres au cours duquel le texte est présenté, je pense que ça permettrait peut-être de donner plus d'anticipation pour les membres pour qu'ils puissent travailler. Mais évidemment, moi, je souhaite que les travaux puissent se faire dans de bonnes conditions. Sur l'annexe 2 du PLAX, comme on s'y est engagé sur l'évaluation des niches sociales, on publie le rapport des inspections IGAS-IGF. Ça a été fait, il est en ligne. Il formule des recommandations pour la méthodologie et la gouvernance de l'évaluation de ces niches. À titre d'exemple, on va associer France Stratégie au pilotage d'un comité d'évaluation sur les principales niches sociales qui associera des experts indépendants et qui permettra des rapports publics qui enrichiront les débats parlementaires. Ces évaluations suivront le rythme prévu par la loi organique, c'est-à-dire une évaluation des niches tous les 3 ans. C'est ce qui est prévu dans la loi organique. Sur ensuite, dans les REPS, sur le fait que les indicateurs s'arrêtent le plus souvent en 2020 ou 2021, les chiffres 2022 sont essentiellement les chiffres issus des comptes clos. Beaucoup de sources statistiques sont disponibles seulement après le mois de mai, notamment les comptes de la santé de l'adresse en septembre. C'était juste à temps parce que les REPS étaient fin septembre dans le cadre du PLFSS. Là, c'est vrai qu'on est du coup en avance de phase. Le panorama des établissements de santé ou le document retraite et retraités sont disponibles en fin d'année. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Il faut qu'on voit dans quelle mesure on est capable, dans le cadre de ce PLAX, d'avoir des informations plus tôt. Mais même les comptes nationaux de l'INSEE, auxquels on emprunte des chiffres, ne paraissent que fin mai. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, j'ai dû présenter un amendement au PLAX en première lecture pour actualiser le taux de croissance constaté en 2022, tout simplement parce que les comptes nationaux de l'INSEE ont été publiés après qu'on ait présenté le PLAX en Conseil des ministres. Donc, je pense que l'édition de mai 2024 présentera des améliorations de ce point de vue avec des contributions extérieures si besoin. Mais il y a aussi cet enjeu-là calendaire qui est
qui est réel. Je viens aux questions de Monsieur Hainaut. J'ai répondu sur la question de la branche famille, sur le service public de la petite enfance. Le projet de loi de programmation des finances publiques, la LPFP, qui est toujours dans la discussion quelque part, et qui va revenir, prévoit une provision de 900 millions d'euros à horizon 2027 pour financer le service public de la petite enfance. Ces financements ont vocation à permettre la création d'un nombre très important de places de crèches supplémentaires à cet horizon et d'éviter la destruction de trop nombreuses places. Car l'une des raisons pour lesquelles nous n'atteignons pas nos objectifs en matière d'offre d'accueil du jeune enfant, c'est que trop de places sont supprimées chaque année, probablement parce qu'elles sont insuffisamment financées. Et l'autre raison, c'est probablement que les professionnels sont insuffisamment rémunérés. On sait que c'est un véritable enjeu. Ces crédits doivent donc nous permettre de financer des revalorisations qui sont travaillées dans le cadre du comité de filière. Sur l'autre question que vous m'avez posée, est-ce que j'aurais choisi le même taux d'Ondam aujourd'hui? Par définition, je suis ministre des Comptes publics, donc j'aurais choisi un taux moins élevé que celui qui a finalement été retenu par le gouvernement puis par le Parlement. Mais blague à part, on a reçu le comité d'alerte qui a rendu un avis tout récemment qui constate des dépassements. Mais le comité n'a pas signalé de risque sérieux de dépassement au-delà de 0,5%, le seuil qui lui est fixé par le décret du 20 juin 2014. En revanche, il y a une grande vigilance qui apparaît nécessaire pour respecter l'Ondam tel qu'il résulte de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale 2023, en concrétisant les mesures d'économie prévues, en mobilisant toutes les marges d'exécution en tant que de besoin, peut-être certaines mesures de régulation. Il y avait également une question, non, alors je passe aux questions de Monsieur Mouillet sur la branche autonomie, donc qui est effectivement en excédent en 2022. Les dépenses progressent comme les recettes. Elles progressent de 2,6 milliards d'euros en 2021 et 2022. Entre 21 et 22. Donc entre 21 et 22, c'est plus 2,6 milliards d'euros. C'est pourquoi l'excédent reste stable à 200 millions, comme ça avait été le cas. On parle quand même d'une branche qui a 35 milliards d'euros de dépenses annuelles. C'est plus 10 milliards sur le précédent quinquennat, si l'on prend le même périmètre, même si la cinquième branche n'existait pas avant 2021. Il y avait ensuite les questions de Madame Imbert, questions nombreuses de Madame Imbert. J'ai répondu sur la question de l'Ondam et des dépassements. Le gros des dépassements, c'est quand même lié aux indemnités journalières et à l'explosion des arrêts, et notamment des arrêts maladie. On a eu l'année dernière une augmentation extrêmement importante des arrêts maladie. C'est combien l'an dernier l'augmentation? 11%? 7,9. Donc c'est un sujet de préoccupation. Vous vous souvenez que l'an dernier, j'avais mis une disposition dans le PLFSS qui a malheureusement été censurée par le Conseil constitutionnel sur la prescription d'arrêt maladie par téléconsultation. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir un réseau social, d'ouvrir un article de presse pour voir à quel point il est facile de se procurer un arrêt maladie. Je vous recommande un article du Parisien récent, comment en 10 minutes, pour 10 euros, j'ai eu un arrêt maladie sur Snapchat. On a aujourd'hui des groupes privés qui développent des offres par abonnement à 11 euros par mois avec des téléconsultations par téléphone illimité. On vous fait un arrêt maladie par téléphone. Enfin, je ne dis pas que c'est aujourd'hui massif en volume. En revanche, la dynamique est très élevée, ça explose. Et donc, si on ne fait pas attention à ce sujet-là, aujourd'hui, les IJ, c'est 15 milliards par an. Si on suit le tendanciel qu'on a constaté ces dernières années, on sera à 23 milliards d'euros par an en 2027. Il faut mesurer. Donc voilà, je pense que dans les réflexions qu'on doit avoir sur les mesures d'efficience pour l'Ondam, je pense que ça en fait partie, très sincèrement. Et j'espère qu'on trouvera une solution sur le sujet des téléconsultations, parce que malheureusement le Conseil constitutionnel nous a censuré la mesure, mais il faut quand même qu'on trouve une solution, parce que voilà, aujourd'hui il suffit de regarder pour voir à quel point c'est... mais sans attendre, j'ai annoncé dans le cadre du plan fraude une nouvelle campagne de contrôle sur la prescription des arrêts maladie. On va regarder évidemment les professionnels qui prescrivent le plus. On va aussi prendre des critères supplémentaires, notamment ce qu'on appelle les fameuses faux arrêts du lundi, c'est-à-dire des arrêts qui sont un peu comme par hasard le lundi ou le vendredi. Vous avez raison, une majorité des arrêts, c'est entre le lundi, c'est le lundi ou le vendredi. On va regarder également comme critère des arrêts qui sont signés,
qui ne s'accompagne d'aucune prescription de soins ou de médicaments. Ce qui est quand même en général un peu une indication aussi. On vous fait un arrêt, il n'y a aucune prescription de soins qui sont liés, aucune prescription de médicaments. Ça peut avoir ça peut évidemment porter à questionnement. Mais moi, j'alerte sur ce sujet-là et je pense qu'on sera amené à en reparler. Sur le médicament, vous m'avez interrogé sur, là aussi, un certain nombre de sujets. Sur la clause de sauvegarde, c'est un mécanisme qui est ancien, qui date de 1999. Moi, je pense que plus on fera des mesures d'économie intelligentes, moins on aura besoin d'une clause de sauvegarde. Qu'est-ce que j'entends par mesure d'économie intelligente? La baisse du prix des médicaments anciens pour mieux financer l'innovation. C'est quand même ça, normalement, le sens de cette politique. C'est que oui, sur des médicaments anciens, on baisse les prix, mais ça permet de financer l'innovation. On est tous attachés à la relocalisation en France, au développement de la recherche et de l'innovation en matière de médicaments en France. Ça veut dire aussi la réduction des surdosages, favoriser les biosimilaires et les génériques qui sont moins chers, et aussi, je le dis, là aussi, la responsabilisation des prescripteurs et des assurés. On sait que l'enjeu aussi sur le médicament, c'est pas uniquement le prix du médicament, c'est aussi le volume de médicaments qui sont prescrits et qui sont consommés dans notre pays. Et donc là aussi, je pense qu'on sera amené à en reparler. Voilà, on a des franchises qui n'ont pas bougé depuis 2004. On a sur un certain nombre de sujets quand même des questions qu'on doit être capable de se poser. Je pense que ça fera l'objet de débats que nous aurons prochainement. En 2022, on a fait environ 1 milliard d'euros d'économies de régulation sur les médicaments et les dispositifs médicaux. C'est objectivement, quand on regarde à l'échelle de la dépense, c'est une maîtrise du tendanciel. On n'est pas du tout dans une amputation massive de notre dépense sur le sujet. Si on n'avait pas fait ces économies-là, on aurait dû prélever encore davantage de clauses de sauvegarde. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux faire des économies planifiées, intelligentes, plutôt que de récupérer via la clause de sauvegarde. Je rappelle que la clause de sauvegarde, elle est plafonnée. On reprend 50 à 70% des dépassements. Et par ailleurs, les entreprises qui contractent une convention avec le CEPS sur des remises sont exonérées de clause de sauvegarde. Tout ça, c'est le droit actuel et il n'est pas question de le modifier. Enfin, et c'était la dernière question sur l'ONDAM, est-ce que 250 milliards, c'est pilotable et surtout, comment est-ce qu'on est capable d'assurer qu'il y a un vrai débat avec un vote global et pas un vote par sous-objectif et même au sein des sous-objectifs par sous-enveloppe. Je pense que le débat peut se poser. La question peut se poser. Il faut regarder comment est-ce qu'on pourrait arriver à être plus dans le détail. Après, pour avoir participé à un PLFSS, même si, bon, à l'Assemblée, ça n'a pas duré très longtemps puisqu'il y a eu le 49.3, et au Sénat, j'étais là essentiellement sur la partie recettes. Bon, il y a quand même des débats qui sont nourris, heureusement, et c'est aussi pour ça que le moment qu'on vit d'évaluation peut nous permettre aussi de parler davantage de sujets en profondeur dont on ne peut pas toujours parler peut-être dans le PLFSS parce que effectivement c'est assez massif. Mais moi je suis assez ouvert à ce qu'on regarde comment on peut faire. Merci Monsieur le Ministre. Alors Bernard Jomier, Daniel Chassaing, Katia Pour-ce-Poli, Jean-Marie Van Renberg, Raymond Poncet-Monge et Laurence Cohen. Bernard Jomier. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Moi, c'est la première fois donc qu'on débat de la LAX et donc je voudrais revenir sur cette procédure. Alors bon, on va évacuer formalité administrative, on apprécie votre sens de l'humour, mais vous nous avez fait un exposé préliminaire qui était très politique, et c'est heureux. Et je crois qu'il faut revenir sur la façon, et je vais aboutir à la question essentielle qu'a posée Corinne Imbert sur le pilotage, mais quand la loi organique a modifié le processus d'adoption des comptes sociaux, il y a eu une partie sur l'amont, on va dire, puisque les députés se plaignaient à raison de recevoir en gros la LFSS quelques jours avant de commencer à l'étudier. Nous, on était un peu plus gâtés, puisque par définition, l'Assemblée nationale passant avant le Sénat, on avait un peu plus le temps de se pencher sur le texte. Et puis, il me semble que ce rendez-vous d'approbation de la loi est évidemment un rendez-vous d'approbation des comptes, mais si on s'en tient à ça, à ce moment-là, on soulève la non-certification de la branche famille et on est fondé à dire on repousse les comptes parce qu'il y a non-certification de la branche famille. Mais ça va évidemment au-delà, c'est un temps d'échange sur l'évolution des comptes sociaux. Et là, il y a une question fondamentale à laquelle on n'a toujours pas répondu dans cette réforme et qui est bien celle
du pilotage. Et donc, du fait qu'on ne se fixe pas en amont de la délibération sur l'Ondam, par exemple, d'objectifs de santé. On pourrait avoir un temps en amont où on se dit, je vais prendre un exemple, on a dans notre pays un peu plus, je crois, de 25% de fumeurs. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif pendant 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'on se fixe l'objectif de la Suède quand on est à 10%? Donc quel programme mettons en place et finance-t-on pour arriver à ce résultat-là? On pourrait prendre l'exemple du surpoids. Le surpoids augmente dans notre pays, il a des tas de conséquences en termes de santé. Quel programme mettons? Donc on entrerait d'ailleurs sur beaucoup de politiques de prévention. Mais rien de tout ça, on arrive au PLFSS, donc là sur l'Ondam, hein, les autres branches sont autre chose, mais avec des chiffres qui nous tombent dessus, sur lesquels le parlementaire en plus a assez peu de prise, vu la procédure parlementaire, et qui sont déconnectés des objectifs qu'on attend de notre politique sociale. Et c'est ça qui est très problématique, c'est que de fait, ça génère derrière cette absence de pilotage, il me semble, dont parle Corinne Imbert. C'est-à-dire qu'après, on a une galaxie de professionnels, de secteurs, qui chacun essaye de... L'entropie est naturellement positive, hein, de tout corps professionnel, de tout secteur, et donc qui essaye, voilà, de générer, de se payer sur la bête, etc. Voilà. Donc, c'est pas que j'ai une vision pessimiste, mais quand on voit cette absence de pilotage et la tendance structurelle à l'augmentation de la dépense du fait de l'évolution de la population et de ses caractéristiques, effectivement, on a le sentiment qu'on est encore dans des processus quand même très balbutiants de production, de validation et d'évaluation de nos comptes sociaux. Voilà, donc je vais pas, mes collègues rapporteurs ont posé à peu près énormément de questions. Il y en aurait sur les exonérations de cotisations, etc., des tas d'autres à poser. Mais moi, il me semble que l'essentiel, c'est ça. C'est dans quel dispositif plus global s'inscrit-on? Daniel Chassaing. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos. Donc, nous sommes tous attachés à la sécurité sociale, qui est, je crois, on peut dire, la colonne vertébrale de notre République. L'objectif de la réforme des retraites, c'était l'équilibre des retraites au mieux en 2030, puisqu'il y avait 14 milliards de déficit prévus et vous avez fait des dépenses pour les petites retraites, ce qui est bien. Concernant la branche maladie, malgré la prévention, tout ça, on voit bien qu'il y a beaucoup à faire. Vous avez dépensé 57 milliards d'euros depuis 2017 pour le Covid et les salaires, mais il reste le financement de l'hôpital, l'investissement, les salaires, augmentation du personnel. Il y a le plan grand âge promis par le président de la République, et j'espère qu'il arrivera, puisqu'on a beaucoup de dépendance au niveau des EHPAD et on a besoin de beaucoup plus d'emplois d'infirmières et d'aides-soignantes, et on ne voit pas comment l'Ondam ne pourra pas être obligé d'augmenter peut-être de 3%. Pour équilibrer la sécurité sociale, comme pour équilibrer le budget de l'État, je ne vois pas comment on pourra faire une diminution des dépenses. Et ne pensez-vous pas donc que la seule variable que vous allez devoir atteindre, c'est la croissance, la création d'emplois, et comme vous l'avez dit, vous avez créé 1,7 million d'emplois avec 25 milliards de recettes, davantage de cotisants, et bien sûr une lutte davantage contre la fraude. Cathy Apourceau-Poly. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre. Alors, vous l'avez bien dit, Monsieur le Ministre, en début de propos, ce projet de loi est la photographie finalement des comptes de la sécurité sociale 2022. Et à la lecture, nous constatons la logique d'austérité et de réduction des dépenses de la sécurité sociale imposée par Bruxelles, puisque je rappelle quand même que Bruxelles ne vise qu'à la réduction de la dépense publique de la France. Nous sommes contre, évidemment, toutes les fraudes. Ça va de soi. Vous avez décidé de faire de la fraude sociale votre premier cheval de bataille. Vous l'avez annoncé. Vous avez annoncé, y compris des emplois supplémentaires dans ce cadre. Je vous rappelle quand même que vous en avez supprimé quelques milliers bien avant. Mais bon.
D'abord, la fraude sociale, pour rappel, elle est estimée à 6-7 milliards d'euros. C'est ça, approximativement. Et je rappelle quand même que dans ces 6-7 milliards d'euros, 70% de cette fraude, c'est la fraude aux cotisations. Et que ce n'est pas donc la fraude des plus pauvres de ce pays, mais que c'est la fraude aux cotisations. Alors, 30%, évidemment, il reste 30%, et puis il y a dedans les gens les plus pauvres, évidemment, puis il y a certainement, comme vous le disiez, des fraudeurs, hein, évidemment. Mais je rappelle quand même que aujourd'hui, on a les pires difficultés avec les services publics. On est élus ici, autour de la table, on rencontre chaque jour des gens qui vivent la fracture numérique, qui ne savent pas se servir d'Internet, qu'il faut parfois bac plus 20, vous m'excusez de parler comme ça, mais pour pouvoir remplir rien qu'une déclaration à la CAF, et qu'il y a aussi dans ça des gens qui sont de bonne foi, mais comme ils n'ont plus d'humains face à eux pour les aider à remplir, parce que ça existe aussi, hein, ça serait pas juste quand même, et je ne pense pas que vous le pensiez, mais qu'il y a 30% des gens qui sont parmi les plus pauvres qui fraudent parce qu'ils veulent frauder. Il y a aussi dedans des gens qui sont confrontés à ces difficultés parce qu'elles n'ont plus d'humains face à elles et qu'elles finalement ne savent pas remplir toutes ces déclarations qu'on leur demande. Et puis, moi, j'aimerais quand même vous poser une question parce que vous y mettez beaucoup de cœur à vous battre pour la fraude sociale. J'aimerais vraiment que vous puissiez mettre autant de cœur, Monsieur le ministre, à vous battre contre la fraude fiscale qui représente quand même 80 milliards d'euros dans ce pays et qui s'en va dans les paradis fiscaux, dans l'évasion fiscale et j'en passe. Donc, si j'avais une demande à vous faire aujourd'hui, mettez autant de cœur à combattre la fraude fiscale. Ce serait vraiment bien de votre part. Enfin, vous avez fait des choix, il nous semble, avec ma collègue Laurence Cohen, complètement contre-productifs avec la réforme des retraites imposée. Je dis imposée pour ne pas en dire plus, parce qu'on ne va pas revenir sur ce débat, mais qui finalement va faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, dans des conditions très pénibles parfois, et puis qui va démultiplier, je le pense, les arrêts de maladie, les arrêts d'accident du travail, et je pense que tout ça va quand même coûter à la sécurité sociale, Monsieur le ministre. Et puis vous parliez de la téléconsultation, c'est la même chose que ce que je vous disais ultérieurement. La téléconsultation, quand on n'a plus de médecin sur nos territoires, on est bien obligé de passer pour un arrêt maladie par une téléconsultation. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous sommes dans des déserts médicaux qui finalement nous obligent à passer par la téléconsultation. On préférerait là aussi, je vous assure, plutôt qu'une téléconsultation en visio, avoir des médecins en face de nous lorsque l'on est malade. Votre réforme, elle va engendrer un surcoût jusqu'en 2024 sur la réforme des retraites qui devrait permettre de dégager seulement 1 milliard d'euros, c'est pour rappel, et en 2025, peut-être 2 et peut-être 1 ou 2 milliards en 2026 et 1 milliard en 2025. Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas de questions particulières sauf celle de la fraude fiscale. Jean-Marie Van Renberg. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je me réjouis pour ma part qu'on puisse mettre en œuvre effectivement la loi organique que nous avons beaucoup, pour laquelle nous avons beaucoup œuvré ici au Sénat. Et on se réjouit effectivement aujourd'hui de pouvoir en bénéficier pour la première fois à une autre époque et en anticipant effectivement l'examen du PLFSS de 2024. Alors, je rejoins ce que disait notre collègue Jomier. Je pense qu'il serait effectivement, même si on est dans un exercice d'approbation des comptes, pouvoir avoir une finesse suffisante des comptes, malheureusement que nous n'avons pas obtenu complètement, on n'a pas obtenu complètement des réponses à notre demande de la part du gouvernement, prétextant que c'était compliqué, difficile à mettre en œuvre. Mais on voit bien que si on avait une finesse des comptes de la Sécu, on pourrait rapprocher ça des objectifs
de santé publique que vous fixez, que fixe le gouvernement plus précisément. Et je pense que ça serait un progrès incontestable de pouvoir rapprocher les chiffres. Deuxième point, alors là, ça sera plus sur la fraude sociale. Nous y avons beaucoup travaillé ici au Sénat. On s'est réjoui que votre prédécesseur, M. Dussopt, ait lancé, je dirais, une feuille de route à tous les organismes de sécurité sociale. Certains y ont répondu rapidement. On a eu des estimations de la part de la CAF, de la part, effectivement, de la CNAV. On a eu des estimations assez rapides des différents organismes. Un peu moins rapides, j'avoue que c'est peut-être plus complexe, de la part de l'assurance maladie. Nous avons rencontré ce matin son directeur, M. Fatome. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner dans une mise en œuvre d'un contrôle et surtout de méthodes de ciblage sur les différents opérateurs de l'assurance maladie. Parce que, comme le rappelait Katia Poursopoli, premier opérateur, déjà, c'est celui qui fait rentrer les cotisations. Et je me souviens d'un rapport de la Cour des comptes qui précisait qu'il y avait sans doute 6 à 8 milliards de fraude aux cotisations sociales. 6 à 8 milliards pour les cotisations. Et puis, on a effectivement, dans le dernier rapport de la Cour des comptes, une évaluation des estimations globales des différentes caisses, y compris l'assurance maladie, mais qui n'a pas terminé son travail, d'environ 5-6 milliards d'estimations de fraude. Est-ce que vous pouvez confirmer les chiffres que je viens d'avancer, qui sont très éloignés de ceux fantasmés dont on entendait parler il y a encore peu, avant notamment l'élection présidentielle de 2022. Dernier point, vous avez, conformément d'ailleurs à vos engagements, et je vous en remercie et je vous en félicite, lancé un plan de lutte contre la fraude sociale, après celui sur la fraude fiscale d'ailleurs, je le précise à Madame Katia Poursopoli, c'était en second temps. Alors sur la fraude sociale, vous dites qu'il faudrait sans doute envisager la fusion entre la carte nationale d'identité et la carte vitale. Toutefois, il y a un rapport de l'IGAS et de l'IGF d'avril 2023 qui indique que le directeur général de l'ACTAM a fait part de très fortes réserves à ce sujet. Alors ce matin, il nous a dit, pour répondre précisément à cela, qu'il fallait faire des investigations supplémentaires pour pouvoir préciser effectivement l'intérêt de fusionner le système pour pouvoir évidemment éviter la fraude à l'identité, qui est aussi un autre sujet ô combien controversé et sur lequel, je dois dire, pour notre part, nous avons enquêté. M. David Bonnet était avec moi pour nous accompagner auprès du Sandia. La fraude à l'inscription à la sécurité sociale des étrangers était là largement aussi surévaluée. On parlait de 14 milliards. Notre rapport a conclu à 140 millions, ce qui était quand même 100 fois moins. Merci beaucoup. Raymond, et Laurence Klein terminera. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Tout d'abord, effectivement, je ne partage pas votre appréciation comme quoi nous n'aurions, en fin de compte, qu'à approuver cette image, donc ce compte administratif des politiques publiques. Enfin, nous sommes commissaires des affaires sociales, nous ne sommes pas commissaires aux comptes. Il ne s'agit pas de savoir si la technique de gestion, si ce que vous dites, voilà. Il s'agit, vous l'avez d'ailleurs dit, d'un temps de l'évaluation. Donc, l'évaluation fait partie, effectivement, d'une des 3 grandes fonctions des parlementaires. Et il ne s'agit pas, voilà, je le redis, on n'est pas commissaire aux comptes. Et autant, si vous voulez, je pourrais comprendre une critique de votre part sur le sens que pourraient avoir des amendements, par exemple. Je ne sais pas trop comment on pourrait amender effectivement cela. Autant
si vous souffrez que la Cour des comptes ne certifie pas les comptes, il faudra peut-être souffrir le fait que, pour d'autres raisons, nous n'approuvions pas votre projet de loi. Bien. Moi, vous avez filé la métaphore avec une photo, mais effectivement, moi, on peut dire faut ajuster, mais moi je regarde plutôt ce qui n'est pas sur la photo, quoi. Enfin, bon, voilà, hein, et qui m'intéresserait, quoi. Hein. Alors ça a été dit par Madame la rapporteure générale, il n'y a pas encore les précisions vraiment de ce qu'on demande d'un tiers des niches sociales, enfin, ou tous les 3 ans, donc il vaut mieux les planifier. Ensuite, vous avez beaucoup insisté, parce qu'il est vrai, Bernard a raison, que vous nous dites que c'est technique et qu'il faut qu'on approuve parce que c'est technique, mais vous nous faites un discours très politique. Alors nous aussi, nous ferons certainement un discours politique quand il s'agira de le discuter, parce que vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous avez créé des emplois, bien, et que ça a ramené des cotisations. Moi, je dirais, il y a eu une loi qui a précédé, qui était le projet de loi dit du pouvoir d'achat, qui a désocialisé à grande marche les primes possibles, primes Macron, heures supplémentaires, etc. Vous avez quand même, dans votre gouvernement, fait une chose inédite, c'est que vous n'appliquez pas la loi Veil, et donc vous ne le compensez pas. Et vous nous avez souvent dit que, en fin de compte, c'est parce que ça, c'était des cadeaux que faisaient les entreprises. Et puis, quelque part, on socialise pas, on fiscalise pas des cadeaux. Bien. Seulement maintenant, les analyses de l'INSEE commencent à tomber. Enfin, les analyses de plusieurs organismes qui disent qu'effectivement, c'est venu en substitution, maintenant c'est documenté, d'augmentation générale de salaire qui aurait pu d'ailleurs suivre un peu mieux l'inflation. Donc c'est faux, c'est pas en plus, c'est aujourd'hui, si on neutralise votre projet de loi dit du pouvoir d'achat qui désocialise et ne compense pas ces cotisations, on voit bien qu'il y a une inflexion de ce que rapportait l'évolution, je dirais, pas tout à fait naturelle, mais d'augmentation des salaires. Donc, vous voyez, ça manque à la photo, quoi. Hein, ou ça manque, du moins, si ça manque pas à la photo, ça manque à votre discours. Bon, je reviendrai pas parce que ça a été dit sur le fait que, vous savez, il y a des excédents qui sont malsains. Vous l'avez souvent dit, il y a des excédents qui vont créer des dépenses, hein, qui sont pas très intéressants. Vous avez cité les 3 branches, l'autonomie, la famille, la TMP. Enfin, l'autonomie, moi, je ne veux pas trop développer. On ne va pas développer. Ça serait un peu trop... la loi grand âge, ça serait un peu trop facile, quoi. La famille, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants pauvres en France? Enfin, la lutte contre la pauvreté des enfants en France est un véritable scandale. Et bon, la TMP... doit-on vous rappeler l'état des morts au travail et des maladies professionnelles? Donc effectivement, si on avait, comme disait Bernard, commencé par se dire qu'on commence à dire quels sont les besoins, qui seront d'ailleurs par la prévention les recettes de demain, hein, parce qu'il n'y aura pas il faut quand même se le rentrer dans la tête, il n'y aura pas de maîtrise des dépenses sans une politique qui part des besoins et qui assoit vraiment la prévention. Donc ces excédents, vous voyez. Et alors, une chose aussi, c'est que moi je trouve que les dépassements, ça a été pointé, des 10 milliards, mais c'est facile parce qu'on sous-dimensionne dans les prévisions les Ondam, on les met inférieurs à l'inflation, on les met inférieurs à la croissance mécanique, de la transition démographique, de l'innovation médicale. On a eu le prix des médicaments contre le cancer, on voit bien que l'innovation est un facteur qui pousse à une dépense plus importante. On ne tient pas compte de l'évolution des maladies chroniques, donc on sous-dimensionne et après vous pouvez dire ça a dépassé de 10 milliards, mais je veux dire c'est là où il y a de l'insincérité, quoi. C'est-à-dire que en ne faisant pas une prévision correcte, si vous voulez, après à la population française on dit oh là les dépassements non, parce que l'Ondam en réalisation est toujours inférieur à l'inflation. Et pour terminer, vous avez dit que vous attendiez beaucoup de choses de ce qu'on a appelé la solidarité à la source, où il y a une mission actuellement avec René-Paul Savary.
Je suis contente d'entendre que vous irez jusqu'au versement à la source, parce que ça n'a jamais été dit. Donc la solidarité, j'acte par votre présentation que vous irez jusqu'au versement à la source. Voilà, ce n'était pas quelque chose que nous avions eu jusqu'à présent comme information. Laurence Cohen, pour terminer. Une conférence des présidents à 18h, je vous confie. Madame la Présidente, c'est pas moi qui vais être la plus longue dans les questionnements, hein, voilà. Simplement, moi, effectivement, on est à la Commission des Affaires sociales et je trouve que vous nous demandez effectivement d'examiner et vous nous donnez des éléments sur les comptes, ce qui est tout à fait normal au travers de votre audition, bien évidemment. Mais on est confronté, nous, chaque jour, au fait que, et vous aussi d'ailleurs, normalement, au fait, par exemple, que les hôpitaux sont à bout de souffle, qu'il manque cruellement de moyens et que les dépenses qui sont prévisibles ou prévues, on les connaît. Parce que, en fait, les hôpitaux subissent 3 chocs extrêmement importants. Le premier choc, c'est l'inflation. Or, l'Observatoire français des conjonctures économiques anticipe une inflation qui est de plus de 6%, si je ne me trompe pas. Et donc, l'ONDAM n'est pas sur cette courbe-là. Donc, le choc de l'inflation. En 2, il y a des fermetures de lits, faute de personnel soignant. Mais ça veut donc dire moins de recettes pour les hôpitaux. C'est une des conséquences, c'est pas la seule, mais ça veut dire aussi moins de recettes pour les hôpitaux. Et puis, le 3e choc, c'est le prix de l'énergie. Je crois qu'on est toutes et tous des parlementaires sur des territoires différents, mais on a été interpellés par les hôpitaux notamment qui n'arrivent pas à faire face au prix de l'énergie avec une explosion de leurs notes. Voilà. Et donc face à cela, vous prévoyez en fait des dépenses qui évoluent beaucoup moins vite que les besoins. Donc, il y a un paradoxe là, de 2 choses l'une. Ou alors, on veut, et vous continuez à mener la même politique, c'est-à-dire à restreindre au maximum les dépenses de santé, que vous considérez vraiment comme des dépenses, et vous ne prenez pas en compte la réalité de terrain, de là où on en est aujourd'hui au niveau de la santé. Mes collègues ont parlé des médicaments, moi je vous parle des hôpitaux. Donc, vous allez continuer à mettre à mal cette politique de santé, ou alors vous rectifiez le tir. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu dans vos propos. Même si je vais essayer d'être positive et de dire que je suis vraiment ravie que vous vous rendiez compte que le fait d'avoir ouvert et créé des emplois ait pu faire entrer des cotisations au niveau de la sécurité sociale, parce que ma famille politique se bat depuis des années pour effectivement résorber le chômage. Donc si vous arrivez sur nos propositions, c'est une bonne chose. Alors je vous en fais une autre, qu'a un peu faite d'ailleurs Cathy Apoursopoli. Arrêtez d'exonérer de cotisations sociales les entreprises notamment. Je vous rappelle que ça fait 75 milliards d'euros. Et même si vous me répondez, parce que c'est toujours la même réponse que font les différents ministres, donc vous allez faire la même, que finalement vous compensez. C'est vrai que vous compensez majoritairement, mais pas totalement, première remarque. Et deuxième remarque, ça sort toujours des caisses de l'État. Donc, en réalité, ça double quasiment la facture pour les finances publiques. Donc, ce n'est pas une bonne opération. Voilà, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre à chacun, mais j'ai compris qu'il fallait que j'aille assez vite, puisqu'il y a la conférence des présidents. Ah, non, je vais faire moins qu'une demi-heure quand même dans ma réponse. Je vous rassure. D'autant que Monsieur Jomier est parti, c'était le premier intervenant. Alors, Monsieur Chassaing, oui. Son cartable, il va revenir. D'accord. Bon, bah, s'il revient. Alors, je vous confirme que la croissance est le cœur de notre stratégie pour le financement du modèle social. Et que nous considérons, effectivement, et je rejoins Madame Cohen, que c'est le travail qui crée de la richesse et pas les impôts supplémentaires. Et que plus on a de Français qui travaillent, plus on a de recettes. On n'a pas besoin d'augmenter les impôts pour ça. Au contraire, parfois, il faut même les baisser pour qu'il y ait davantage de travail et d'activité économique dans notre pays. Donc, je vais directement répondre à Madame Cohen. Les allègements de cotisations sont quasiment intégralement compensés, quasi intégralement, premièrement. Deuxièmement, s'il n'y avait pas eu ces allègements,
je ne suis pas sûr qu'on aurait eu 1 700 000 créations d'emplois et donc 25 milliards de cotisations supplémentaires versées à notre système de sécurité sociale. C'est parce qu'on a fait les allègements qui sont compensés que le coût du travail a baissé, que donc le chômage a baissé, qu'on a des emplois en plus et donc des cotisations en plus. Et il faut continuer, il faut aller plus loin. Parce que, mais non, si on n'avait pas eu, enfin, on aurait, encore une fois, les allègements sont compensés ou quasiment intégralement compensés. Ils permettent 25 milliards en plus. Donc, au contraire, le solde est positif pour la sécurité sociale. Et encore une fois, c'est le cœur de notre stratégie. Si on avait le taux d'emploi de nos voisins allemands, moi, j'aurais quasiment pas de travail pour équilibrer les comptes, hein, parce qu'en fait, le surcroît de recettes fiscales et sociales induit par cette amélioration du taux d'emploi serait tel qu'on aurait beaucoup moins de problèmes à trouver des financements. Je crois qu'on est encore autour de 10 points derrière les Allemands en matière de taux d'emploi. Et si on veut améliorer le taux d'emploi, il y a 2 leviers. Il y a les jeunes, d'où tout ce qu'on fait sur l'apprentissage, sur la voie professionnelle scolaire avec la réforme qui arrivera d'un côté. Et puis il y a les moins jeunes, d'où la réforme des retraites, qui a aussi pour objectif, indépendamment de l'économie budgétaire, et je dirais même qu'il y a peut-être surtout pour objectif d'améliorer le taux d'emploi des seniors. De la même manière qu'on a vu après la réforme Fillon de 2010, une amélioration assez spectaculaire du taux d'emploi des seniors de l'ordre de 15 points faisant suite à cette réforme. Donc c'est vraiment, tout ça est vraiment cohérent. Et j'en profite pour répondre à Madame Poncet-Monge sur la question des primes Macron. Bon, c'est quand même 4,4 milliards d'euros qui ont été distribués à 5,5 millions de salariés. Donc je ne crois pas qu'on puisse le balayer entre guillemets d'un revers de main. Je pense que ceux qui l'ont, c'est quand même positif. Ensuite, vous aurez noté qu'il y a eu l'accord national interprofessionnel signé par les syndicats, les partenaires sociaux, il y a quelques semaines, qui prévoit notamment la pérennisation de la prime Macron désocialisée dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ce que vous critiquez, c'est ce qui est soutenu par la CFDT, la CFE-CGC, Force ouvrière. Pardon de respecter les syndicats et leur position sur ce sujet. Nous sommes évidemment à leur côté. Madame Apoursopoli, ensuite, vous étiez intervenu sur très nombreux sujets, mais vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, mais je vais quand même répondre. Bon, d'abord, moi, je lutte contre toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales ou douanières. Et vous aurez noté que dans le plan de lutte contre les fraudes que j'ai présenté, il y a des mesures assez fortes sur la fraude fiscale, dont certaines ont été immédiatement inspirées par votre collègue et camarade Bocquet dans certains de ses rapports, où il a participé au groupe de travail que j'ai piloté sur la lutte contre la fraude, et un certain nombre des propositions qu'il a eu l'occasion de faire ont été reprises dans mon plan. Si on parle de la fraude sociale, bon, l'évaluation est toujours très compliquée. D'ailleurs, une des mesures de mon plan, c'est la mise en place d'un vrai conseil d'évaluation de la fraude. Et quelqu'un a fait référence à l'élection présidentielle. Pour moi, c'est aussi un enjeu démocratique, parce qu'on a vu effectivement à l'occasion de l'élection présidentielle une candidate, Madame Le Pen, pour ne pas la citer, qui a expliqué qu'elle gageait l'intégralité de son programme sur la lutte contre la fraude, en annonçant des dépenses absolument somptuaires et en répondant qu'elle les financerait grâce à la lutte contre la fraude, comme si c'était un espèce de puits sans fond. Plus on arrivera à évaluer le plus finement possible ce que recouvre la fraude dans notre pays, plus on s'insérisera les débats démocratiques à venir et on empêchera des candidats de raconter n'importe quoi sur le financement de leur programme à travers la fraude qui devient, dans les programmes présidentiels, l'équivalent du gage tabac dans les amendements parlementaires, c'est-à-dire ce qui permet de tout faire. Alors, il faut qu'on s'insérise ces débats-là, et même sur la fraude fiscale. Prenez Agnès Verdier-Molinier d'un côté, Gabriel Zucman de l'autre, ça va de 30 milliards à 100 milliards d'euros. Moi, je souhaite que tous ceux qui travaillent sur cette question-là, avec les administrations, des parlementaires, puissent se retrouver au sein d'une même instance pour piloter des évaluations et les commander pour savoir plus finement. Mais 30 milliards, c'est déjà beaucoup. On en recouvre aujourd'hui une moitié, quasiment. Donc, il faut évidemment aller plus loin. Sur le social, je confirme les ordres de grandeur. On est autour du milliard d'euros sur les cotisations. L'estimation CNAF sur la fraude aux allocations de la CNAF, c'est 2,8 milliards d'euros par an. Sur l'assurance maladie, on n'a objectivement pas de vraie évaluation, mais ils sont en cours, ils sont en train de procéder à ce travail. Voilà, donc on souhaite, c'est l'un des objets de mon plan, en tout cas, que d'avancer sur ce sujet-là. Mais la fraude sociale, c'est la fraude aux cotisations sociales, vous l'avez dit, mais même la fraude aux prestations sociales, ça peut aussi être une fraude dont les bénéficiaires sont victimes. Quand vous avez un réseau de faux RIB lituaniens qui remplacent les RIB de personnes âgées qui touchent le minimum vieillesse, qui tout d'un coup ne reçoivent plus leur minimum vieillesse, parce qu'en fait leur RIB a été changé par un RIB frauduleux sur leur compte, et qu'en fait le minimum vieillesse est versé sur un compte à l'étranger, c'est l'usager qui est victime. Là, j'étais à la CNAF il y a quelques jours, ils m'ont présenté un nouveau dossier.
437 dossiers frauduleux de familles roumaines qui ne résident pas en France, mais qui se sont inscrits à la CAF avec des fausses attestations de salariat, avec une fausse domiciliation via une association. C'est 8 millions d'euros de préjudice sur le seul département du Val-de-Marne. C'était le département concerné. Donc on voit bien qu'il y a aussi des réseaux qui sont à l'œuvre dont les Français sont victimes et les usagers sont victimes. Donc lutter contre la fraude, ça ne veut pas dire faire la chasse aux pauvres, entre guillemets. Enfin non, évidemment. Lutter contre la fraude, c'est s'assurer que les moyens publics et la solidarité nationale aillent vers ceux qui en ont besoin. Et donc c'est aussi un enjeu d'accès au droit et je renvoie au versement à la source qui reste vraiment un objectif qu'on poursuit. Sur la fraude aux arrêts maladie, je veux vous préciser, Madame Apoursopoli, que 80% des arrêts maladie prescrits par téléconsultation le sont pour des patients qui résident dans des territoires urbains. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les gens dans la ruralité qui ont du mal à avoir un médecin. Voilà, donc ça n'écrase pas le débat par ailleurs sur la présence médicale. Il y a une proposition de loi en cours d'examen à l'Assemblée sur le sujet. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est pas ceux qui sont, on va dire, les plus éloignés de l'accès aux soins, même si il y a des déserts médicaux en ville. Hein. Ça, on le sait tous, évidemment. Enfin, il y avait Monsieur Van Lerenberg. Ça fait le lien avec ce que disait Monsieur Jomier. Moi, je pense que la logique qui consiste à dire on se fixe des objectifs de santé publique, des objectifs de politique publique, et derrière on décline budgétairement. Enfin, moi, je pense que c'est ce qu'on doit faire sur le social et sur la santé, comme sur tous les sujets. Les choix budgétaires, c'est avant tout des choix politiques. Je suis pas sûr qu'il manque des données. Si on prend ce qui est annexé au PLAX, là, je crois que c'est 1000 pages. On a par ailleurs le RALF-SS, le rapport d'application des lois de financement de la sécurité sociale. On a le rapport de certification de la Cour des comptes. Je pense qu'on a énormément de littérature, de données, peut-être trop même. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à la fin... et le fait est que, objectivement, on va se dire les choses entre nous, même si on publiait 15 jours plus tôt, je suis pas sûr que tous ici, même moi, on lirait l'intégralité des 1000 pages du rapport et de ses annexes. Voilà. Heureusement, on a des équipes formidables qui nous font des synthèses. Ils sont à côté de moi. Mais donc je pense qu'il y a un enjeu aussi de sélection de ce que sont les bons indicateurs, les bonnes données, pour ensuite qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Toujours sur la fraude, vous m'avez interrogé sur la fusion carte d'identité, carte vitale. Effectivement, il y a un enjeu qui est la fraude à l'identité pour les prestations de santé. Et là aussi, il faut répondre à un certain nombre de fake news qui sont relayées notamment par Madame Le Pen. Hein, je la cite parce que encore récemment dans l'hémicycle, on a eu un échange sur le sujet. Non, il n'y a pas des millions de cartes vitales surnuméraires en circulation. Et pour le coup, le rapport IGAS-IGF que j'ai demandé fait la lumière là-dessus. Il n'y a plus de cartes vitales surnuméraires, on les a désactivées. Alors, il y a une nouvelle contre-vérité qui est relayée aujourd'hui, c'est on utilise le fichier dit Herniam pour dire qu'il y aurait 73 millions, c'est ça ? 73 millions d'assurés sociaux, alors que selon le recensement, on n'est que 68 millions. Là encore, ça n'a pas de sens de comparer des fichiers qui n'ont rien à voir. Le recensement, c'est les personnes qui résident en France. Sur le fichier Herniam, vous avez des personnes qui sont expatriées, qui sont encore inscrites à l'assurance maladie, mais qui ne résident plus en France. 1 200 000 retraités qui ont cotisé toute leur vie, qui ont droit à l'assurance maladie. Ils ne résident plus en France, ils ne sont pas dans le fichier, dans le recensement INSEE. Ils ont droit à l'assurance maladie. Vous avez des expatriés qui n'ont plus droit temporairement à l'assurance maladie, mais qui en réalité, on ne les radie pas des fichiers parce que le jour où ils reviennent en France, on veut pouvoir réactiver leurs droits très rapidement. C'est d'ailleurs demandé par les sénateurs des Français de l'étranger. Et vous avez comme ça beaucoup de populations. En réalité, on voit comment on arrive à recouvrer et à recouper les choses. Donc il y a un enjeu aujourd'hui, c'est quand même celui de la fraude où vous avez des personnes qui viennent sur le sol national, qui se font prêter une carte vitale ou qui louent une carte vitale pour recevoir des soins auxquels elles n'ont pas droit. Et effectivement, sur ce sujet-là, il y a plusieurs pistes qui sont avancées depuis un certain temps, et notamment ici au Sénat, la piste de la carte vitale biométrique. Si j'ai lancé la mission IGAS-IGF, c'est précisément pour faire la lumière et nous dire comment est-ce qu'on pouvait avancer sur ce sujet. La mission écarte la carte vitale biométrique. Donc voilà, ils ont consulté assez largement. La CNIL est contre. Enfin, considère que ça ne respecte pas les libertés individuelles. Les syndicats de médecins sont contre. Ils disent on a autre chose à faire. Le sens de l'histoire, c'est plutôt de nous réduire des tâches administratives pour qu'on ait du temps utile pour soigner les gens. Si vous nous demandez de prendre les empreintes digitales de chaque patient qui vient, ça va bugger, etc. Enfin, ça ne va pas nous aider. Ça coûte 250 millions d'euros par an. Il y a des obstacles pratiques, réels, notamment ce que j'avais cité dans la réponse à la QAG. Vous allez chez le pharmacien pour récupérer les médicaments de votre femme qui est clouée au lit. Vous ne pouvez pas donner ses empreintes.
Donc, comment vous faites? Donc, voilà. La mission elle-même, IGAS-IGF, recommande d'aller vers la fusion carte vitale, carte d'identité. C'est une recommandation de la mission. En intégrant les observations qui ont été faites par l'assurance maladie que vous avez évoquées. Et en réalité, ce que dit le rapport IGAS-IGF, c'est, je cite, les interrogations et réserves de l'assurance maladie doivent pouvoir être surmontées. Notamment parce qu'il pose, quand on regarde, c'est d'ailleurs, c'est pas très poussé, on va dire, hein, comme observation, c'est un mail, quoi, qui liste quand même quelques points, notamment le fait, comment on fait pour les étrangers en situation régulière. Bah, évidemment, on va pas les priver d'accès aux soins, on mettra une puce sur le titre de séjour sécurisé. Voilà. Deux, comment est-ce qu'on garantit les données personnelles? La CNIL nous donne les réponses, puisque la CNIL ne met pas d'obstacle à ce qu'on fusionne la carte vitale, la carte d'identité. Il faut juste qu'il y ait deux compartiments dans la puce, avec d'un côté ce qui concerne l'identité et l'état civil, et de l'autre ce qui concerne l'assurance maladie. Donc honnêtement, c'est faisable. Et moi je m'étonne, enfin non en fait, je ne m'étonne plus, ce qui est d'ailleurs peut-être inquiétant, de voir que quand vous vous lancez dans un chantier, vous avez plein de gens, y compris dans les administrations, qui expliquent « Ah non, c'est pas possible, c'est trop ambitieux, c'est pas possible ». Ah bah oui, mais en même temps, autour de nous, vous avez la Belgique, le Portugal, la Suède, bah, ils fonctionnent comme ça. Vous avez même l'Estonie. Oui, l'Estonie, c'est même une carte. Vous avez la carte d'identité, la carte vitale, le permis de conduire et la carte bancaire sur une carte. Alors, faut pas la perdre. Mais objectivement, ouais, et la carte d'électeur. Bah voilà. Enfin, je veux dire, et nous, on est en train, et nous, on a des gens qui disent, attendez, c'est peut-être trop ambitieux de mettre la carte vitale et la carte d'identité sur la même carte. Enfin, franchement, bah, honnêtement, si on s'arrête à ça. Bah, moi, je vais faire autre chose. Je parle pour moi, hein, enfin, je veux dire. Donc, je ne m'arrêterai pas à ce type de remarques. Et donc, je suis très motivé pour avancer et je sais que je pourrai compter sur votre soutien. Madame Poncet-Monge, je vous ai répondu en grande partie et Madame Cohen aussi sur les âgés et sur l'hôpital, encore une fois, enfin, première fois dans l'histoire que le budget de l'hôpital public dépasse les 100 milliards d'euros. Voilà. C'est des budgets et des montants dont on aurait rêvé il y a encore quelques années. Y compris, je le dis avec toute modestie, quand j'ai servi dans un précédent quinquennat en travaillant au ministère de la Santé. Enfin, on aurait évoqué ces montants-là à l'époque pour l'hôpital public. Je parle d'un gouvernement socialiste. On n'aurait même pas cru que c'était possible. Voilà. Après, il y a un enjeu, on le sait, de réforme du système qui est absolument nécessaire. Mais ça, c'est vraiment le travail de mon collègue François Braun. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. À demain pour l'examen du texte sur le registre national du cancer, Madame Sollogoub.